Salut à tous, c'est Feren. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau podcast. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 6 du bloc. Donc aujourd'hui, on est avec un nouvel invité. Présente-toi. Salut Farhan. Eh bien moi je m'appelle Sophie, j'ai 48 ans. Je suis mariée, j'ai 3 enfants. Je bosse dans le marketing. J'adore le basket. Le sport a beaucoup d'importance dans ma vie, je dirais. Je bosse dans l'associatif aussi un peu. J'ai une association et une autre avec laquelle je travaille régulièrement. Et puis voilà. Ok. Donc pour te présenter un peu plus en détail, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi plus en détail, de ton parcours? Comme tu as dit aujourd'hui, tu es dans le marketing. Mhm. Par exemple, qu'est-ce que tu as suivi comme parcours d'études? Alors le parcours d'études, j'ai fait un IUT à Ivry, technique de commercialisation. J'ai fait une 3e année type licence professionnelle en alternance en marketing direct et communication interactive. Ça se serait appelé peut-être digital maintenant. Euh, et à la suite de ça, j'ai bossé directement pendant presque 15 ans. Et ensuite, comme je voulais un peu step up, j'ai fait un master à distance avec l'université de Montpellier. Un master marketing-vente, avec une collègue d'ailleurs, big up Amélie. Parce que je pense que c'est le genre de truc, si t'as quelqu'un en binôme, ça aide, parce que c'est pas évident, 2 enfants, le boulot et reprendre les études. Donc un master, et puis ouais, et puis voilà. Et puis après, j'ai changé d'entreprise, j'ai pu évoluer un petit peu. Et voilà, niveau études, parcours, et puis marketing. De base, j'étais plutôt sport. Idéalement, j'aurais adoré bosser dans le marketing sportif. Si j'osais, je dirais qu'à l'époque, les formations de ce type-là, management du sport et tout, c'était pas très développé. C'était un peu, pas incongru, mais bon, pas spécialement développé. J'avais fait une demande de 3e année à Saint-Denis en marketing sportif, et genre la classe, enfin carrément la promo l'a pas ouverte parce qu'il n'y avait pas assez D'élèves. d'élèves. Un truc improbable. Donc c'est vrai que j'ai commencé à faire STAPS parce que voilà, je pratiquais beaucoup de sport et c'était un secteur qui me plaisait. En tout cas, du moins, j'envisageais professionnellement de faire quelque chose dans ce domaine-là. Et au bout de 6 mois, j'ai réalisé que c'était pas forcément la formation la plus adaptée pour moi. Il y avait beaucoup de scientifiques. En fait, les 2 premières années, c'est hyper scientifique, et les 2 années qui suivent, c'est hyper littéraire, tout ce qui est pédagogie, tout ça. Et à un moment, je me suis dit, mais est-ce que je veux être prof de sport? Parce qu'il y avait beaucoup de mes amis qui voulaient faire prof de sport, et je me suis dit, mais non, en fait. Donc je me suis réorientée en essayant d'intégrer, enfin pas en essayant, mais on nous avait proposé une formation à Évry qui s'appelait DUT technique de commercialisation, et c'était une triple alternance en fait, avec bien sûr l'enseignement, orienté marketing sportif, et une alternance dans un club de sport en fait. Et donc du coup, ça avait vraiment une vision, c'était un peu un vivier je sais pas, de joueurs et joueuses. On nous avait vendu un peu du rêve, je pense, sur le papier. Et pareil, déconvenu, quand on arrive le jour de la rentrée à Évry, on était dans un bureau avec plein de majoritairement des gars de 2 mètres, 2 mètres et plus. Moi j'étais avec une copine, il n'y avait pas beaucoup de filles. Et il y avait déjà eu une première promotion où beaucoup de joueurs du club de Rice, de mémoire d'ailleurs, c'était un peu retrouvé, parce que c'était une façon aussi pour certains, d'allier et sport à un niveau assez élevé, et puis et études. Malheureusement pour nous, en fait, le jour de la rentrée, la personne qui coordonnait ça, qui était yougoslave, je crois, a raccroché, nous a dit, bah désolé, c'est pas possible. Donc on aurait dit une télé-réalité, quoi. Genre le jour de la rentrée, on te dit, Ouais, du ah jour au bah lendemain, non, quoi. ça se fait pas, quoi. Ouais. Donc voilà, et par miracle, la formation continue de ce même DUT à l'époque, et non pas BUT, technique de commercialisation. Ah, Bah, c'était en décalé, on quoi. s'est fait, voilà, on s'est réorienté dans cette formation initiale. Et donc voilà, les espoirs d'allier le marketing et le sport se sont
petit à petit évaporé. Bon, j'aurais pu, hein, parce que le marketing, ça s'applique à plein de domaines et à plein de secteurs d'activité, puis j'ai pas forcément eu d'opportunité. Donc après, j'ai bossé dans la grande distrib chez Leclerc, et puis là, voilà, je bosse pour les radiateurs à Ivry, et que ça se passe très bien. Ok. Et aujourd'hui, tu te dis pas, vu que tu kiffes toujours le sport, j'imagine, tu te dis pas pourquoi pas allier aujourd'hui le sport et le marketing? Tu te dis pas que malgré bah, justement ton expérience et malgré tout ce que tu as pu acquérir, aujourd'hui on peut trouver un travail entre guillemets plus facilement avec ce genre de parcours? On pourrait, mais après, si tu veux, c'est pas que j'ai l'impression que le train est passé, mais je suis dans ma pratique en termes de marketing, de s'ouvrir sur plein de nouvelles choses, parce que c'est un monde qui bouge constamment et que dans le poste que je suis, voilà, j'essaye de faire en sorte d'avoir des challenges, de pouvoir m'épanouir dans ma pratique. Et concernant le sport, disons que euh, je le voyais idéalement dans le marketing, mais je continue de le pratiquer un petit peu et notamment le basket. On va dire, je m'adonne plus à la pratique que d'un point de vue professionnel, quoi. Et après, ce qui aurait été très sympa, ce qui m'aurait plu, c'est dans un club, par exemple, parce que tu as à la fois cette possibilité d'être sur le terrain avec les joueurs et d'avoir cette vision, parce que j'aime bien aussi le jeu, j'aime bien essayer de faire en sorte qu'un club il puisse avoir une identité, d'être proche des jeunes, d'avoir des maillages avec les villes, tu vois, d'organiser tout ça, enfin d'avoir cette vie de club alliée voilà, à tout besoin marketing d'un club, de sponsoring, de billetterie, ça m'aurait intéressé. Maintenant là, c'est pas le cas, c'est pas grave, c'était Aujourd'hui, t'es marié, t'as 3 enfants. Est-ce que ça serait peut-être aussi lié à ça, par exemple, par rapport au fait de dire que ça te ferait sortir d'une entre guillemets zone de confort, mais aussi c'est un risque que tu peux peut-être pas prendre. Est-ce que c'est le cas? Non, je dirais pas ça. Après, moi la première fois que je suis sortie de ma zone de confort, c'est quand j'ai voulu rempiler justement sur un master et me dire, bah voilà, tu travailles depuis plus de 15 ans et tu te remets aux études pour avoir un certain niveau d'études. Ça, pour moi, ça constituait déjà un inconfort, voilà, se remettre à plusieurs heures les soirs, les week-ends, tous les midis, à bosser parce que voilà, t'as 600 heures de cours qui sont réparties avec voilà, des montées en compétences, des choses qu'il faut, des choses sur lesquelles tu n'es plus habitué quand tu es sorti de la vie scolaire. Donc ça c'est vrai que c'était un vrai challenge. Après, changer de travail en ayant voilà, des enfants en bas âge ou à jeunes, pas forcément autonomes, je dirais que pour moi, ça constitue pas un frein, parce que j'ai la chance d'être bien accompagnée, d'avoir un bon coéquipier et de pouvoir me dire que voilà, si j'ai des projets de cet ordre-là, je peux les mener de front. Mais bon, l'opportunité, c'est pas plus. J'ai pas plus creusé que ça. À un moment, j'ai tenté des approches, mais voilà, ça n'a pas abouti, on va dire. Mais j'y ai pas mis non plus toute mon L'énergie énergie peut-être qu'il fallait. Donc après, je et me t'avais dis. peut-être pas l'envie tout simplement quoi. Ouais, Et voilà, aujourd'hui tu du coup ça sais, fait que souvent dans la vie, c'est des moments. Comme on dit, il faut pas avoir des regrets. ouais, Si je veux, voilà, donner un conseil. Non, 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 mais parce que tu sais, souvent on dit voilà, les regrets, les remords. Je dirais pas que j'ai poussé jusqu'au bout la chose, de me dire voilà, j'aurais bien aimé travailler dans tel ou tel secteur d'activité, notamment le sport, mais j'ai tenté des choses, ça n'a pas abouti, et puis j'ai trouvé d'autres challenges. Donc voilà, je suis en paix avec ça, on va dire. Ok, ça marche. Et aujourd'hui ça se passe comment ta vie de famille? Du coup tes enfants ils ont quel âge? Alors 19, 16 et 9, bientôt 10. Donc Deux filles, garçons, filles, c'est ça? ouais, voilà, moi j'alterne fille, garçon, fille, mais Ça se passe comment la vie de famille pour une mère de famille aujourd'hui en 2024? ouais. Waouh, ah bah écoute, je serais loin de me poser en symbole ou quoi que ce soit, mais ce que je peux dire de ma propre expérience, c'est rythmé, c'est des journées bien pleines, mais j'insiste sur le fait d'avoir une charge mentale partagée avec ton mari, avec ton coéquipier, j'aime bien parler de coéquipier parce que c'est vraiment une équipe, fait que tu envisages beaucoup plus sereinement les choses. Et puis après, c'est voilà, trouver la bonne dose d'énergie, là où mettre les forces,
les tempéraments des uns et des autres, comment est-ce que tout ce petit monde cohabite ensemble, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faciliter, comment est-ce qu'on traverse les moments plus ou moins difficiles. Écoute, so far, so good. On essaye de faire en sorte qu'il y ait plus de bons moments que de mauvais moments. J'ai pas j'ai eu la chance de ne pas traverser de grosses crises ou d'événements familiaux majeurs qui font que voilà, t'es un peu. Ça en devient trop compliqué, quoi. Ouais, non, ça se passe plutôt pas mal et tant mieux, j'ai Ouais. envie de dire. Ok. Mais faut composer avec les journées de travail et puis voilà, Les projets associatifs, les projets les associatifs. projets en dehors, la vie de famille, la vie avec les Voilà, la vie amis, de le famille, travail. les Tout ça, je te enfants. pose cette Ouais, question c'est vrai. parce que t'es la première femme du podcast et en plus t'es maman. Et du coup, je me disais, bah, ça pourrait être une question que je pourrais te poser Ouais. parce que c'est vrai que aujourd'hui, peut-être on a tendance à parler beaucoup de parcours, que ce soit scolaire, que ce soit le parcours professionnel, tout simplement. Mais on a tendance à oublier la base un peu. Peut-être parler un peu de ce genre de choses-là, tout simplement, parce que ça constitue quand même quelque chose de très important. Peut-être que c'est pas tant évoqué que ça, parce que par moments ça peut toucher à l'ordre du personnel. Mais aujourd'hui, comme je t'ai dit, par exemple, est-ce que t'as déjà rencontré des difficultés? Parce que, par exemple, par rapport au fait de devoir éduquer des adolescents, par exemple. Ouais. Bah, pour reprendre ce que tu disais en premier lieu au niveau de ta question, la difficulté de concilier en fait les choses et d'essayer de pouvoir avoir la possibilité de trouver le bon et le juste équilibre entre les choses qui sont de l'ordre de faire tourner, je dirais, un peu la famille. Je dirais aussi que le fait d'avoir des grands-parents, aussi bien de mon côté que du côté de mon mari, qui sont là, qui nous aident, ont été d'une grande aide, et que je sais que beaucoup de gens n'ont pas cette possibilité-là. Donc on avait vraiment la possibilité de pouvoir, justement pour faire tout rentrer, tout concilier, avoir l'aide des grands-parents. Mais je dirais pas, pour répondre à ta dernière question, qui était sur Par rapport à l'adolescence, est-ce que t'as déjà à rencontré l'adolescence. Alors des effectivement, difficultés? je dirais que la vie de famille et le fait d'avoir 3 enfants, euh, selon, selon l'âge de ton enfant et les périodes, c'est pas le même niveau d'investissement, enfin d'implication d'investissement, c'est-à-dire que mes 2 premiers enfants ont été rapprochés. Donc en ça, c'est vrai que bah, pendant 3-4 ans, c'est normal, c'est bébé, vraiment jeunes enfants, donc on n'est pas trop de deux voilà, pour subvenir et puis donner tout l'amour possible, accompagner, éduquer. C'est pas... Voilà, il y a des hauts, il y a des bas, des jours avec et des jours sans, de la fatigue, qui peut... Et puis là, tu parles d'adolescence, c'est vrai que ça peut être, je dirais, faut vraiment réussir à se placer à plusieurs niveaux. Et puis tous les enfants sont un petit peu différents. Moi, j'avais expliqué à ma fille qu'il me semble ne pas avoir fait de crise d'ado. Qu'est-ce qu'une crise d'ado et comment est-ce que chacun la vit, la traverse, que ce soit le parent ou l'enfant. Euh, J'essaye toujours plus ou moins de créer les conditions parfois pour nos enfants, on n'est peut-être jamais trop assez là, on n'est jamais assez présent, où on subvient pas à toutes leurs envies. Mais non, j'essaye d'être la plus présente possible. Et puis pour l'adolescence, c'est pas évident parce que voilà, on traverse des périodes plus ou moins faciles, on se déconstruit, on se reconstruit, on remet en question l'ordre établi, l'autorité, de façon plus ou moins appuyée, mais je dirais que globalement, ça se passe plutôt pas mal. Après, j'ai un fils de 16 ans, voilà, bah, je me dis, ça fait un petit peu cliché, mais qui aime bien les jeux vidéo, qui est beaucoup sur son téléphone, qui... L'école, ça va, mais c'est pas sa passion. Il se demande un peu pourquoi faire. Voilà, comme beaucoup de jeunes de son âge, je pense, qui sont un peu à se demander à quoi bon, et qui tentent de trouver leur voie et qui sont un peu en construction par rapport à tout ça et trouver le bon nombre d'heures à consacrer à telle ou telle chose. Nous, en tant que parents,
voilà, sans être forcément une grosse boomer, mais je me dis, on a connu l'arrivée d'internet, eux ils naissent, alors peut-être pas mon fils de 16 ans, ma fille de 10 ans, mais ils naissent pas avec un téléphone dans les mains, enfin en ce qui me concerne c'était pas le cas, mais tu vois, je veux dire, tout ce qui nous entoure par rapport à tout ça, c'est des... On va se réadapter à une nouvelle ère un peu, quoi. Ouais, bah et puis encore une fois, quoi, se mettre à la bonne hauteur, trouver les mots justes, ne pas forcément conditionner son temps, son affection à la seule réussite ou la seule réussite de l'école ou au parcours scolaire, quoi. Faut essayer d'être là. Quand tu lis un peu des choses, tu te dis, bon, les ados, ce qui est important, c'est de réussir à ne jamais perdre le lien, quoi. Et c'est vrai que moi, sur ça, j'essaye vraiment malgré parfois comment on pourrait appeler ça, c'est pas des barrières qui s'installent, mais j'en parlais encore dernièrement, la semaine dernière à mon fils, et je lui disais, c'est vrai, ce moment, parce que je le vis plus avec ma fille de 10 ans, enfin presque 10 ans, qui est très enthousiaste pour tout, qui a une joie de vivre, et parfois, à l'adolescence, il y a tout un monde qui s'effondre. J'aime bien pour ça le film, c'est pas vice-versa, si, avec les émotions. Ouais. Je trouve que c'était vraiment bien amené, la façon dont pour certains... ouais, il y a des choses qui s'effondrent, d'autres qui sont en construction, donc c'est un peu friable. J'avais lu qu'à l'adolescence, tu peux avoir ton cerveau et c'est chimique, quoi. C'est toutes les valeurs, tout ce que tu essayes, toi, en tant que parent, les choses qui te tiennent à cœur, ce que tu veux transmettre, ça peut être complètement remis en question. Il peut y avoir vraiment des effets qu'on maîtrise pas, et puis le jeune lui-même, et parfois les parents peuvent être désemparés. Et je disais à mon fils, je te revois petit, quand tu sautais partout, tu venais me voir, et des fois le soir, je dis, mais non, mais Joachim, stop, tu vois, où ils te tiennent tout ça, et puis finalement tu t'aperçois quand ils sont ados, et la distance, t'as envie que ça revienne, les bisous, les câlins, et ça, je pense que c'est un cheminement qui est pas toujours très simple à appréhender pour l'enfant comme pour le parent. Comme pour le parent. Et retrouver la bonne distance quand après c'est de jeunes adultes, et retrouver une relation qui grandit, qui évolue, c'est vrai qu'on est un peu là-dedans, et voilà, c'est pas toujours simple à appréhender, et je me dis là-dessus, est-ce que c'est une force ou une faiblesse? Je suis pas trop de nature à le culpabiliser. Je me dis des fois, tu sais, les enfants, ils te renvoient un peu dans tes 22, où ils te mettent en difficulté, et puis ils te mettent des trucs sur le dos. Bon, t'essayes de réfléchir et d'essayer d'être la plus sereine possible par rapport à tout ça, et c'est pas toujours évident. Mais bon, ça se finit toujours bien, quoi. Et puis c'est la vie, ouais. Ouais. Ok, ça marche. Donc pour l'instant, ça va. Jusqu'ici tout va bien, pour faire une petite référence. J'espère que ça continuera comme ça. Voilà. Et c'est quoi, tu dirais, assez brièvement, la différence entre l'éducation d'une fille et l'éducation d'un garçon? Alors moi, je dirais que de base, c'est toujours ce que je dis, je me garderais bien de vouloir faire des généralités, parce que je trouve que en plus on combat de plus en plus ça, quoi, en se disant il n'y a pas j'éduque une fille, j'éduque un garçon, enfin en ce qui me concerne. Et en plus, franchement, mes 3 enfants, ils ont vraiment une personnalité différente. Bon, après ils sont tous très énergiques, plein de vie. Une fille, un garçon, si je remets ça au contexte actuel, et si j'essaye de mettre un peu d'enjeu sociétal là-dessus, je dirais quand même que moi j'essaye, et je le vois avec ma fille de 9-10 ans, parce qu'elle est sensibilisée aussi beaucoup à l'école sur ça, sur l'égalité filles-garçons. Je peux pas dire j'ai éduqué ma fille plutôt comme ci, mon garçon plutôt comme ça. Par contre, non, j'allais dire plus ils grandissent, parce que ma fille, je lui dis, bah oui, tu peux jouer au foot si t'as envie. Bah oui, le garçon, s'il veut faire de la danse. Alors c'est vrai que ça fait un peu noir-blanc, quoi, tu vois. Moi, j'aime bien la nuance, j'aime bien le... Mais voilà, c'est ça que je lui dis à ma fille. Je lui dis, égalité homme-femme, tout le monde a des droits et des devoirs, et puis toi, voilà, s'il y a ça, tu dois en référer à un tel, s'il y a ça, tu dois en référer à un tel, essayer de la sensibiliser sur tout un tas de sujets à hauteur d'enfants. Mon fils, j'insiste sur le fait que je veux pas que mon fils
Il soit, enfin, je veux que mon fils, ça soit un honnête homme, généreux, bosseur, qui soit serviable et qui, voilà, au niveau de sa charge mentale avec sa femme, qui soit à l'écoute. Bon, je parle pas d'un super mec, on leur demande ci et ça, ici et ça, mais juste qu'il soit bien au fait de l'époque qu'on vit et de l'importance, en fait, d'essayer d'être, voilà, le plus équitable possible. Et être le plus équitable possible, c'est pas revenir à, voilà, de la misogynie, du paternalisme. Puis ma fille aînée, voilà, elle a toujours eu un peu cette fibre, je dirais pas militante, mais avec des convictions fortes contre l'injustice, à mener les combats qui lui semblaient nobles, et elle a très tôt été sensible à ça, donc je pense elle illustre bien son époque et le féminisme un peu mais pas trop et un peu quand même, et surtout là, enfin voilà, elle essaye d'être dans la nuance, c'est pas toujours évident parce que je trouve que l'époque qu'on vit, elle appelle à la colère, à la brutalité, à la violence certaines fois, et que c'est pas évident. Et tu vois, pour revenir fille-garçon, je dirais aussi pour en guise de conclusion que c'est plus la société qu'on vit Qui nous conditionne à éduquer qui nous un homme conditionne, ou une mais femme. qui fait que ça challenge de plus en plus et qu'on nous ramène à certaines choses, et que des fois il faut remettre la boussole et les valeurs un peu en phase. C'est pas si simple, et voilà, moi je crois beaucoup à l'espoir et l'optimisme parce que c'est ma nature, mais que notamment quand il y avait eu le Covid, les choses qui nous manquaient le plus, je pense que c'était la capacité à se projeter, à avoir de l'espoir, et à recréer du lien et à être de nouveau ensemble et à faire société. Donc voilà, moi ça c'est les choses qui m'animent et qui font qu'on essaye de transposer ça, parce qu'on parle du vivre ensemble, mais c'est vrai qu'on oublie souvent que le vivre ensemble à l'extérieur, pour faire beau, pour faire joli, ou qu'on prêche à l'extérieur, il faut essayer de l'appliquer chez soi, et c'est pas toujours évident. J'imagine. Mais ouais, en gros, je posais cette question parce que justement, aujourd'hui, ça fait polémique, justement, par rapport à l'éducation des hommes et des femmes, notamment dans les traditions les plus anciennes, entre guillemets. Forcément, les parents ou les grands-parents, ils ont vécu dans une période où la place de l'homme et la femme, c'était pas la même. Voilà, moi, je parlais directement. Il y en a, ils disaient beaucoup, voilà, la place de la femme, c'est à la maison, la cuisine, etc. Et l'homme, c'est le travail, c'est celui qui ramène l'argent, c'est l'homme fort qui montre pas ses émotions. Et c'est pour ça que je te posais cette question, Ouais. parce que aujourd'hui, tes enfants, ils ont 19, 16 et bientôt 10 ans la dernière. Et ça fait partie à peu près de la même génération que moi. Et je me dis, c'est toujours intéressant de voir en fait que c'est pas une généralité, Mhm. que chacun éduque ses enfants comme il a envie de l'éduquer, et surtout que finalement, j'ai l'impression que on en fait, que certains abusent trop de cette différence-là, à voir tout le temps le mal partout. Par moment où, personnellement, Mm. je suis pas encore parent, mais je pense que, comme tu l'as dit avant, il y a des choses qui se disent à un homme, il y a des choses qui se disent à une femme, tout simplement. Après, voilà, il y a le rôle du père, il y a le rôle de la mère, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout à l'heure, tu as évoqué le fait que, voilà, t'aimerais que ton fils il soit comme ci, comme ça. Mais pour Mm. moi, en fait, faut pas diaboliser ça, faut pas penser que c'est mal d'éduquer son fils d'une certaine manière et sa fille d'une autre. Pour moi, il y a la base, il y a l'égalité. Comme tu dis, éduquer sa fille et son fils de la même manière. Mais à partir d'un certain âge, c'est tout à fait normal. Et pour moi, on devrait le faire. Encore une fois, c'est mon avis. C'est dire à son fils, bah voilà, un homme, c'est ça. Une femme, Mm. c'est ça. Et Mm. selon notre vision des choses. Après, bien évidemment, comme tu as dit, chacun fait ce qu'il veut. On a tous notre jardin secret. On a tous notre manière de voir les choses. Mais je trouve c'est important qu'aujourd'hui, dans un monde où les personnes perdent un peu leurs principes à cause de ça, à cause de... Bah, en fait, encore une fois, je vais parler directement. Les gens, maintenant, ils ont peur de dire, bah, moi, j'ai pas envie que mon fils soit efféminé. J'ai pas Ouais, envie que ma ouais, fille soit comme un garçon, tout simplement. je voyais bien où Et tu je trouve voulais en ça, venir. et je trouve, et tu vois, Ouais. là, même moi au début, genre, j'ai l'impression que des fois, je me sens gêné de dire ça devant les gens, ils vont me voir Oui, comme un ouf, oui, mais oui, 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 je pour comprends. moi, en vrai, à partir du moment où tu as des principes, des valeurs, que ça vienne de tes parents, tes Mm, grands-parents, que mm. ça vienne de toi, de ton entourage, peu importe, on doit les garder et on doit pas avoir honte de dire ce qu'on pense, tout simplement. Pour moi, un homme, ça s'éduque d'une certaine manière, une femme, ça s'éduque d'une certaine manière. Ouais. Bon, il y avait plein de sujets dans ce que tu as dit et c'est hyper intéressant. Il y a quelque chose qui me venait en tête, c'est déjà de dire effectivement, on peut avoir des principes, on peut avoir des valeurs. Tu parlais tout à l'heure du rapport parent-enfant. Ce que je peux dire de ma petite expérience, c'est
C'est que tu peux par exemple avoir certains principes ou dire bah ça m'arrivera jamais. Ou souvent on dit bah j'ai des principes et puis après j'ai des enfants et on adapte un petit peu. Et puis après moi j'aime bien aussi reprendre cette idée-là de te dire que ton enfant ne t'appartient pas. Donc par rapport à ça, t'as beau toi essayer de faire en sorte certaines choses, ton enfant il vivra la vie qu'il voudra. Souvent en tant que parent, on essaye de faire en sorte que la pomme, tu vois, tombe pas très loin de l'arbre et des fois on a des grosses surprises. Des fois, tu parlais aussi des valeurs du type... Enfin, moi, je sais que j'ai eu des échanges avec ma fille et je t'avouerai que, vu de ma fenêtre, j'étais un peu bousculée, je dirais, très clairement, sur... comment on pourrait dire ça? Cette faculté que nous, on avait peut-être moins à l'époque, parce que moins exposée, parce que la société change, de se dire qu'à 15-16 ans, voilà, t'es en pleine construction... à tout niveau et que fille, garçon, fille, et puis j'ai même pas les codes, tu sais, maintenant il y a des dénominations très précises et c'est pas que je suis inculte, mais quand je maîtrise pas complètement un sujet, j'aime pas trop m'avancer, mais voilà, LGBT, A+, B, truc, enfin les Yel. sketchs. Il y en a qui disent Yel. Ouais, ou les yels, des choses comme ça. Et c'est vrai que ça m'a forcément interrogée, non pas sur l'homosexualité, que bon, voilà, qui existe depuis tout temps, mais c'est vrai que sur ce cheminement parfois de jeunes adultes, adolescents, voire même parfois jeunes, de se dire, eux, ils ont moins ce rapport qu'on avait, qui nous était très binaire, homme, femme, homosexuel, tu vois, c'était à peu près le triptyque, enfin bon, et on dit hétérosexuel, si je dis bien les choses, mais je comprends la complexité de certains hommes à essayer de se situer dans tout ça, parce que on demande beaucoup et que tu parlais des années, j'ai envie de dire du paternalisme et des années 60 où voilà, la femme, droit de vote, droit d'ouverture à un compte, de mettre un pantalon et que sais-je encore, de trucs qui paraissent à aujourd'hui complètement irrecevables, je dirais. Donc ce type d'égalité-là, bien évidemment que c'est un non-sens absolu de te dire que la femme pourrait pas décider et faire d'elle-même, penser par elle-même, sans avoir forcément à en avertir son mari. Bon, enfin là-dessus, j'ai envie de croire, mais même si c'est pas le cas, que les choses vont un peu mieux. Sur la liberté que peut avoir une femme de sortir, pas sortir, de s'habiller comme elle veut, des choses comme ça. Moi là-dessus, ça me semble être une évidence. Maintenant, je comprends que pour certaines, y ait une certaine pudeur, certains codes, certaines choses avec lesquelles tu peux être plus ou moins en phase, mais voilà, je me dis vivre avec, vivre à côté d'eux, tu vois, dans le vivre ensemble, tu peux y mettre un peu tout ce que tu veux. Et je pense que il y a cette fameuse liberté des uns des autres, responsabilité des uns des autres. Moi là-dessus, je suis assez ouverte d'esprit, sans avoir à me dire l'Occident cherche à, où on vous ment, où il faut vivre comme ci, non, il faut faire comme ça. Bah, mais ça, je suis d'accord avec toi, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on vit aussi dans une époque où t'as de tout se mélange, surtout en France. Surtout qu'il n'y a pas eu longtemps, il y a eu les votes, ça fait tout le temps polémique, et voilà. Et pareil, en fait, cette sorte de division, on se rend pas compte, hein, mais même les plus forts face à ça, ils ont tendance à tomber par moments. Les esprits forts. Ouais. C'est ça. Bah, Et je dirais que la politique et le mass média ne nous aident pas. ouais, Surtout elle le nous aide pas, contexte ça nous actuel. aide pas du tout. Et pour moi, ça divise plus qu'autre chose. Parce que par moment, en fait, on a trop tendance à être haineux des autres tout le temps. Ben parce qu'en fait, certains en tirent avantage de ça. Je disais souvent, ceux qui veulent le bien, ceux qui veulent le mal, sont très bien organisés. Et quand je dis le mal, tu peux mettre un peu tout ce que tu veux. Ouais, genre diviser pour mieux régner. Bah, c'est un peu ça, ouais. Ouais. En Si vrai, tu si en tu mode, réfléchis ouais. bien. Bon, Si, c'est le si, bordel, quoi. si tu réfléchis aux intentions qu'il y a derrière tout ça, Ouais, c'est vraiment c'est très clairement... de foutre le bordel et d'en tirer avantage plus tard ou via la politique, tout simplement, genre, au moment des votes, ou... Il y En a tout trop cas, de trucs en que tout nous, on cas, sait c'est certainement pas pour le peuple, pas. Ouais, au sens peuple, il en faut pour tout le monde, mais ceux qui sont... Certains qui, voilà, nous veulent pas que du bien. Ça, on le savait déjà, mais c'est vrai qu'on n'est pas aidé, je trouve. ouais, je suis d'accord. On parlait un peu de... Enfin, t'as évoqué échanges, etc. T'as évoqué les échanges tout simplement entre les humains. Il n'y a pas longtemps, t'as participé à un projet. Enfin, t'as organisé un projet. Le projet Les Passeurs. Donc, il y avait déjà un premier projet
Les Passeurs 1, que tu avais réalisé il y a quelques années de ça. Et là, t'en as refait un sur l'année 2023-2024, dont voilà, j'en faisais partie. Pour expliquer brièvement, c'était du coup un projet, ça s'appelle Les Passeurs, c'est là-bas qu'on s'est connus. Et c'est un projet justement où il y avait 14 jeunes et 4 encadrants qui nous accompagnaient pour parler un peu des échanges identitaires, de la famille, de tout en fait. Il y avait vraiment de tout. Ça a commencé par ça, mais après on parlait vraiment de tout et de rien, comme on le fait aujourd'hui un peu devant ce podcast. Et il y a un dicton que j'ai repris, notre fameux dicton, chaque histoire mérite d'être racontée, que je dis souvent à la fin des podcasts, parce que chaque histoire mérite d'être racontée. Et je me dis, il n'y a pas besoin que la personne qui se trouve face à moi, ça soit une star. J'ai pas besoin que ce soit quelqu'un qui a déjà réussi, entre guillemets, tu vois. Ou qui a fait... qui est connu, tout simplement. Parce que, ouais, là, ils vont voir Sophie, mère de famille. T'es quoi dans l'association déjà? T'es vice-président? Non. Président de l'association Président, Philocité. c'est ça, président de Et, l'association Philocité. voilà. Et Jamais seul, bref, en tout cas, plein en équipe. de casquettes, plein de choses qui font que tu fais bouger le monde, tout simplement, comme ce projet. Et, Comme tu y vas. et voilà. Mais Ouais. bref, pour en revenir au sujet de base, t'as organisé un projet Les Passeurs. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet? Je l'ai expliqué brièvement, mais parler un peu de le pourquoi du comment. Ouais. Pourquoi t'as lancé ça? Déjà, c'est via l'association Philocité. Depuis une dizaine d'années, en fait, l'ADN de cet asso, c'est de créer des espaces d'échange, de faire se rencontrer les gens, de progresser collectivement, individuellement, en évoquant plein de sujets, de débats avec un public qui a une grande part dans les échanges. C'était là-dessus qu'était basée l'interaction publique et puis des invités. Et puis, en partenariat avec l'association L'Entaille, des actions culturelles. Donc Philocité, c'est aussi, par exemple, tu vois un film, tu réagis, tu vois une pièce de théâtre, tu réagis. On a travaillé avec la scène nationale à Évry, où voilà, tu vois quelque chose et puis ça t'émeut, t'as envie d'en parler, t'as envie d'échanger. C'est toujours être tourné vers l'échange, effectivement. Et puis ce projet des passeurs, c'est voilà, de l'action culturelle avec des jeunes, parce que on l'avait vu notamment sur un des sujets Philocité, tout ce qui est transmission, jeunesse, pour travailler avec pas mal d'enseignants ou d'être au contact de pas mal d'enseignants. Moi, c'est des sujets qui me tiennent à cœur sur... alors certes la transmission, mais beaucoup aussi les compétences, l'appropriation par les jeunes, et puis ça permet d'être à l'écoute tout simplement du monde qui nous entoure, du monde qui bouge, de la jeunesse qui est dynamique et tout ça. Et les passeurs, ça faisait suite à une pièce de théâtre qui s'appelle Le voyage de mon père, Mon départ, par Michel Givonou. Et à l'issue de cette pièce-là, en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, les histoires racontées, en fait, c'était Michel qui raconte en fait l'histoire de son père, qui est immigré du Togo, et lui, donc, issu d'immigration, avec le parcours qu'il a. Et donc, derrière tout ça, tu vois qu'il y a quantité d'histoires, et d'histoires qui, parfois, ne sont pas racontées, sont passées sous silence. Et dans la construction d'un jeune issu d'immigration, je trouve que c'est hyper important de savoir d'où il vient. Tu parlais des interrogations liées à l'identité, comment ses parents sont arrivés en France, ses grands-parents. Maintenant, là, le temps passe. Donc, comment tout ça, ça s'imbrique, et comment est-ce que tu arrives à te construire? Et donc, à l'issue de cette pièce, quel projet, en fait, pourrait découler de ça? Parce que c'était un bel outil pour que les gens qui venaient à la pièce et disent « Ah, mais voilà, mais moi, ça m'émeut, il y a la portée universaliste de tout ça, d'où on vient, où est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on interroge son père, sa mère, comment est-ce qu'on ramène ça à soi, comment est-ce qu'on arrive à dépasser un peu tout ça et à se dire comment je vais me nourrir de ces histoires-là et de faire la personne que je suis et l'homme ou la femme que je vais devenir quand c'est notamment près d'un public jeune. Et du coup, effectivement, les passeurs 1 au lycée de Corbeil, c'est beaucoup d'actions dans un temps long, parce que moi je crois beaucoup à ça, un peu par luxe et par conviction, parce que justement les one-shots, tout ça, c'est toujours un peu frustrant, on reste sur notre faim, et puis Philocité, c'est aussi se questionner, infuser, réfléchir, donc j'aime bien donner du temps. Ouais, avoir le retour un peu des personnes. Exactement, et puis apprendre à connaître. Parce que c'est vrai que des fois, sur un débat,
t'as pas forcément le temps, mais après, ce sont souvent des personnes que tu revois et tu arrives à appréhender les choses un peu différemment. Et puis, on se fédère, c'est des actions collectives après derrière tout ça. Donc, et au lycée de Corbeil, c'était voilà des jeunes de seconde, voire de première et terminale, et c'était bah voilà enregistrer votre père, votre mère sur un souvenir. Et derrière, donc on se voyait 1 heure par semaine hein, sur l'année. Derrière, c'était comment mettre en scène le souvenir de votre père, de votre mère, de votre grand-mère, grand-père. Donc, travail d'écriture. Et puis, comment on s'approprie cette histoire. Donc, ça a donné lieu à 7 scénettes. Ça a donné lieu à 4 représentations hein, au lycée avec plein de classes et voilà, des larmes, des joies, du rire, plein de choses. Vraiment une aventure assez extraordinaire. Et du coup, on l'a un petit peu fait évoluer avec les Passeurs 2. Et les Passeurs 2, c'était bah, toujours être dans ces histoires de famille, de souvenirs, de liens intergénérationnels. Et c'était voilà 14 jeunes qu'on a réunis, qui se demandaient ce qu'ils faisaient là et tout. Les premiers ateliers, forcément, on se dit, bon, je comprends pas trop. Mais franchement, très rapidement, avec les enregistrements, les audios des parents, certains étaient demandeurs, d'autres moins, parce qu'effectivement, selon l'histoire que toi ou le rapport que tu as avec tes parents, ta famille, bah ça ne ramène pas toujours forcément aux mêmes histoires. Mais voilà, on a des jeunes tout de suite, ils ont ritualisé ça avec leur père en voiture, à s'enregistrer, à apprendre des choses. Jusqu'à présent, ils parlaient pas trop, notamment une jeune d'origine italienne, et ben voilà, son père, d'un seul coup, il avait plein d'histoires à lui raconter, et puis elle nous racontait ça, elle était émotive, en joie, enfin, à 19-20 ans, t'apprends des nouvelles choses sur tes parents, tes origines, d'où tu viens, ton arrière-grand-père, qu'est-ce qu'il a fait, tu remontes à la Seconde Guerre mondiale, tout ça, tu dis, waouh, C'est fou. Il y a un vrai parcours, quoi, derrière tout ça. Des parcours de vie, et Ouais. c'est vrai que ce que permet ce projet-là, et sur ça, je suis vraiment fière de ça, c'est que finalement, on s'est aperçu que c'était un nouveau cercle de parole, parce qu'ils avaient l'école, ils avaient la famille, et finalement on ouvrait un nouvel espace de parole. Et souvent, avant les séances, on se dit, bah, quoi de neuf? Et donc, tu es à la fois dans ton quotidien, à la fois te projeter dans le projet, à la fois, ben, collectivement, il y a des liens qui se forment, et en fait, c'est des équipes. Après, c'est... Voilà quoi, c'est des beaux projets et c'était vraiment des expériences extrêmement enrichissantes. Donc je me dis, on n'a pas 2 heures pour parler de tout le projet, Ouais, bien sûr, parce il qu'il y a mille choses à énormément de choses à raconter. dire vu que ça a duré 1 an. Ça a duré 1 an. Il y a eu un échange aussi dans une université américaine avec des ateliers qu'ont menés les jeunes. Dédicace. Big up. Washington. Washington. Donc voilà, des étudiants américains qui ont appris le français. Et ce que je dis souvent, c'est que ça a été aussi, pour certains, une première fois, en termes d'identité, se sentir français à l'étranger. Ils n'étaient pas vus sous le prisme de ceci ou de cela, ou assignés à voilà, telle origine, telle religion. Non, il était question de parler de soi, de son histoire, et de leur faire comprendre à ces étudiants américains, enfin, ou en tout cas comprendre, de partager avec eux cette importance de parfois, hein, parce qu'il y en a, on ne forçait pas les choses. Hein, Bien sûr, ça dépend de chaque personne. Ça dépend de chaque personne, et puis nous, on disait aussi souvent aux jeunes, vous donnez à voir ce que vous avez envie. Parce que voilà, il y a des jeunes du projet, ils ont découvert plein de choses qu'ils n'ont pas forcément partagées avec nous, mais qui vont donner lieu à voilà, des podcasts, des livres, des films, et puis même à rien du tout, parce que simplement ça leur aura servi comme une expérience personnelle, voilà, et ils continuent d'avancer dans la vie, quoi. Et ils vont, voilà, je pense que ça va... Il y aura un avant et un après, et Ouais. sur ça, Bah, après, pour moi, vraiment... elle est déjà là, tu vois. Comme j'ai dit, le podcast, ça en fait partie, dans le sens où je pense que ce projet, personnellement, on en a déjà parlé un peu, mais qui m'a personnellement permis de découvrir encore d'autres horizons. Je suis pas quelqu'un qui est fermé, du coup ça fait que j'avais l'habitude de faire un peu des projets et tout, mais j'ai kiffé faire ce projet parce que justement on était amené à rencontrer des personnes différentes, des filles, des garçons, de tout âge, etc. Et même aujourd'hui, tu vois, genre à quel moment je me serais dit, ouais, Dieu devenir ami avec une femme de 48 ans, mère de famille et tout, tu vois, parce que je veux dire, alors que j'ai 21 ans, mais pourtant on est en train de parler comme si, voilà, on était des amis, et je trouve que c'est ça qui est fort, c'est que c'est quelque chose dont je m'étais rendu compte un peu avant, parce que j'avais déjà eu l'habitude de faire des projets avec des personnes un peu plus âgées, mais le fait d'avoir eu ces encadrants, mais sur une année,
Faut savoir que passer une semaine ensemble en C'est vrai, voyage, c'est c'est ça vrai. qui a vraiment soudé. C'est vrai. Et forcément, tu gardes un lien après ça. Tu te dis que c'est super important. Et moi, ce que j'ai appris, comme je disais, c'est que je trouve que c'est super important de garder contact avec sa famille, avec les personnes qu'on aime bien, avec ses proches. Parce que, après, c'est une phrase qui est un peu cliché, hein, tout le monde le dit. Mais se rend compte que, par exemple, pendant ce projet, il y avait des personnes. Enfin, il y a une séance, on a parlé de mort. Il y avait quelqu'un qui a enregistré son grand-père, qui en a un souvenir aujourd'hui, grâce à ce projet-là. Et malheureusement, le grand-père en question de la personne, il est décédé pendant le projet, alors que c'était lui qui l'a enregistré. Il s'est dit, ce jeune-là, il s'est dit, je vais enregistrer mon grand-père. Et c'était la première fois de sa vie, il faisait ça. Et ils ont commencé à bien aimer le faire. Son grand-père, qui était au bled, hein, a bien aimé le faire. Et malheureusement, aujourd'hui, il est décédé. Et, mais je me dis que c'est un peu son destin d'avoir pu enregistrer ça. C'est une histoire de ouf. Pour moi, je pense que c'est une histoire que je retiendrai longtemps, parce que ça montre en fait qu'on peut partir du jour au lendemain et que ça arrive pas qu'aux personnes âgées. Personnellement, même moi, j'ai pu. C'est la première fois de ma vie, j'avais perdu un ami à moi. Il avait 23 ans. Et je me dis, mais en fait, on peut partir à tout moment. Donc, enfant ou parent ou pote ou je sais pas quoi. Comme je disais avant, les trucs de division. Tu vois, c'est dommage parce que la vie, elle est courte. Je fais l'ancien, on dirait, j'ai que 21 ans. Mais c'est justement grâce à ce projet-là, je me suis encore plus rendu compte de ça. C'est que faut garder des souvenirs. Ces enregistrements, c'est une trace. Peut-être que les personnes qui nous regardent aujourd'hui, elles pourront faire pareil. On se dit, ah ouais, mais en fait, c'est juste qu'on ne pense pas à le faire. On est tous dans notre routine. Ouais, ça va, ça dit quoi, ça raconte quoi. Après, voilà. Je pense que chez certaines personnes qui ont souvent, quand il y a eu des chemins d'immigration dans les familles, on peut ne pas prendre conscience d'un manque qui peut y avoir. Et c'est vrai qu'enregistrer parents, grands-parents ou des périodes de l'histoire qui étaient pas, voilà, qui sont pas très au clair et qu'on n'a pas complètement digéré, je me dis c'est important de te dire que tu as des survivants, des personnes de ton entourage à qui tu peux poser des questions et ça te donne un nouveau regard qui est en phase directement avec ta propre histoire. Et je trouve que c'est hyper important. Et c'est vrai que souvent, nous, on l'avait vu au lycée, 17-18 ans, c'est vrai que c'est assez jeune. Et on se dit, oh, papa, maman, ouais, elle me casse les pieds. Voilà, moi, je l'entends complètement, tu vois. Et donc, finalement, quand tu vois que Michel Givonneau, il a écrit sa pièce à 35 ans, je pense que ces interrogations que tu peux avoir aussi, tu vois, jeune parent ou voilà, homme de 30 ans, tu te dis, bon... je tourne la tête derrière, je tourne la tête devant, j'en suis où dans ma vie, comment... T'as des phases dans ta vie comme ça. Et effectivement, nous venir avec ce projet-là et dire à des jeunes de 16-17 ans, bah va interroger ton père, ta mère, c'est important, va interroger ton grand-père, il a fait la guerre, il a pas fait la guerre, il a vécu telle expérience, tu savais pas, ou dans le livre d'histoire, il y a écrit ça, bah regarde ton grand-père, regarde ton oncle, regarde, et va interroger, va les interroger, et toi... Tu vas ressortir grandi de ça. T'as pas forcément ni l'envie à l'instant, au moment, ou tu n'en ressens pas le besoin, et ça, moi, je respecte complètement. Donc, du coup, je me dis, c'est vrai que chacun vit les choses un peu différemment, mais c'est un peu comme un trésor, et tu te dis, mince, nous, on est du haut de nos grands âges à se dire, bah voilà, fais-le maintenant, perds pas de temps. Et il traverse plus ou moins, mais comme tu dis, tu peux le mettre dans un coin et y revenir. Mais c'est vrai que, grâce à ces projets-là, d'avoir l'opportunité de faire ça, et puis aussi, tu disais... ça change ton regard et ça je trouve que c'est hyper important parce que pour moi l'après-projet est aussi important et il n'est pas à minimiser et c'est là où je suis vraiment tellement enthousiaste de voir que que je suis encore, nous sommes encore en lien avec vous et de suivre vos parcours et c'est ça aussi qui est hyper enthousiasmant quand on est de l'autre côté de la montagne, quoi. C'est de voir qu'il y a il y a des jeunes, ils sont aux prémices de leur vie d'adulte et que on ouvre un peu les possibilités de te dire, bah, tu peux être dans un groupe et que tout se passe bien. Tu peux être dans un groupe, les gens sont différents de toi. Et t'as pas forcément ces opportunités-là, que ça soit au niveau sport et c'est en ça que l'associatif, notamment, entre autres choses, ou le sport aussi, parce que moi, je crois beaucoup aux valeurs du sport transposées dans la vie. Donc, en plus, t'es pas la première à parler de sport. Je pense que t'es là. Bah, t'es dans tous les épisodes, j'ai parlé de sport. Ouais. Il y a eu 4 personnes qui ont parlé de basket. Et il y en a plein. Enfin, il y a toujours les valeurs du sport qui reviennent. Et je trouve ça ouf parce que personnellement, j'ai pas fait de sport, j'ai pas connu ça. Ouais. Mais le fait que tout le monde parle de ça, je me dis, ah ouais, c'est vrai que ça a dû forger quelque chose
et ça se voit aujourd'hui. Mais pour revenir un peu sur ce que tu as dit, malheureusement, je trouve qu'aujourd'hui, surtout à l'ère des réseaux sociaux, les gens ils ont tendance à croire que dans leur propre entourage, les gens n'ont rien à raconter. C'est pas qu'ils ont rien à raconter, c'est juste qu'ils veulent peut-être pas, ou peut-être qu'on leur a jamais posé la question tout simplement. On a tendance à regarder à écouter des inconnus, à écouter des stars. Il y en a même ils les idolâtres. C'est quelque chose que je déteste personnellement. Ouais. Je trouve ça dommage parce qu'il y a des histoires de notre propre famille. Il y a peut-être ton Peut-être que c'est vrai que les parents, on a tendance à se dire, ouais, je les connais, mais il y a toujours quelque chose à apprendre. Et même à part les parents, je pense que pour ceux qui ont encore la chance d'avoir leurs grands-parents, paternels ou maternels, il y a toujours des choses à découvrir. Il y a toujours un lien, il va te raconter un truc sur telle ou telle famille. Par exemple, moi, là, j'ai passé un mois au Pakistan, C'est ce que j'allais dire. et j'ai de la famille ici, j'ai de la famille là-bas, mais T'as vu là-bas, les choses forcément, différemment. forcément, tu te dis, mais Ouais. tu découvres des personnes dont tu n'avais même pas connaissance de leur existence avant. Et tu te dis, mais ah ouais, faut quand même que je me pose plus de questions. Moi, je vends pas le truc en mode, ouais, faites le classique, posez des questions à votre famille. Si ça vous intéresse pas, le faites pas. Il y avait bien des personnes dans le projet. Ils ont dit, non, moi, ça m'intrigue pas plus que ça. Et je trouve ça totalement, comme tout à son honneur. Mhm. Mais ce que je veux dire, c'est que, faut arrêter de se dire que c'est toujours les autres qui ont des choses à raconter. Oubliez pas qu'il y a des histoires de ouf, il y a des anecdotes de ouf dans votre propre famille, quoi. Bah après, tu vois, tu parlais de l'exemple du grand-père qui malheureusement nous a quittés. C'est vrai que c'était un atelier qui nous avait beaucoup marqué parce que c'était incroyable de voir que, bah, en l'occurrence, tu vois, si c'est un grand-père ou une grand-mère qui se dit, bah, ouais, moi j'ai des choses à dire, des fois ça se réveille un peu sur le tard ou parce qu'il y a eu des déclencheurs. Et, euh, et tu sens finalement que ce grand-père et son petit-fils, ils ont... Comment on pourrait dire ça? Il y avait vraiment une volonté du grand-père de partager beaucoup de choses de lui-même, choses qu'il n'avait pas fait auparavant parce que soit il n'en voyait pas l'intérêt, il n'avait pas le temps, ou culturellement, quand il y a beaucoup de pudeur ou d'échanges qui sont pas propices à ce genre d'échanges-là, enfin d'histoires, de ces histoires-là. Et puis ça se faisait aussi dans une certaine configuration, tu vois, par interview, en décalé. Donc y avait moins ce rapport d'être dans un moment précis. Il le faisait quand il voulait, il s'enregistrait. Et donc du coup, je pense que tu vois, après, il faut trouver tous les moyens. Enfin, quand il y a la volonté, mais on peut trouver des moyens détournés, de mettre à l'aise ou de trouver les bons moments. Mais là où ça nous avait beaucoup marqué, c'est que, tu vois, la propre... parce que c'était son grand-père et finalement sa propre fille, donc la mère du jeune, se disait, bah tiens, bah, qu'est-ce qui te dit, tu vois, c'est ce relationnel finalement qui s'installe entre un petit-fils et son grand-père et que je vois les parents, nous, du projet, à un moment, ils étaient aussi envieux de se dire, mais moi, mes parents, donc leurs grands-parents, on n'a pas eu ça, et moi, il me manque un bout de l'histoire, ou eux-mêmes ont pas eu l'occasion, parce que je le disais, voilà, adolescents, jeunes adultes, Le temps passe vite et t'es t'es plus à toujours te dans le dire fais parcours pas ci, de... fais pas ça, que Bien sûr. viens, on va s'asseoir, je vais te raconter ce qui m'est arrivé quand je suis arrivée en France et que j'ai cherché du travail, ou je suis en France, je suis étudiant français et malgré ça, le plafond de verre et tout ça, tu vois, c'est pas simple. Et comment toi, ça te forge, ça te renforce dans tes convictions ou dans ton mental, tu vois, dans tout ce que toi tu peux développer. Tu disais, t'es allé au Pakistan, t'as vu les choses différemment. Je pense qu'il y a vraiment ce rapport de se dire, voilà, t'es là et ça décentre. Parce que même jeune, on a tendance à être très auto-centré, ou tu vois, l'Île-de-France, de dire la France, c'est l'Île-de-France, machin. Donc il y a une prise de distance là-dedans. Et je pense même une forme de maturité ou un regard qu'on n'avait pas forcément. Et en ça, je trouve que enfin, vous voulez t'approprier de la meilleure des façons. Et puis tu te dis que tu fais ça avec un groupe, tu fais ça avec un autre groupe, tu fais ça avec un autre groupe. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, mais ce que ça te renvoie, c'est au-delà même de tes espérances. Et moi, je sais que ça me nourrit, ça continue de me nourrir. Et c'est vraiment des types de projets que j'adore parce que je trouve que le recueil de la parole, que ça soit de l'écouter ou ouais, d'écouter quelqu'un parler qui a pas l'habitude, c'est souvent les meilleures histoires. Il y en a même qui ont des talents cachés. Enfin, c'est... Pour revenir un peu plus sur toi, sur un peu ce que tu as fait, tu nous as dit, voilà, mère de famille, tu as fait tel parcours, tu as fait de l'associatif, tu fais toujours de l'associatif. Aujourd'hui, par exemple, tu as parlé de l'Île-de-France, de pays, etc. Tu as voyagé dans combien de pays?
Combien je saurais pas te dire, mais j'ai eu la chance et l'opportunité de voyager pas mal. Alors, je suis pas à 100 pays comme Daman, Ouais, mais mais t'en as fait pas mal et voilà, pas mal. Dont un qui m'a assez marqué quand j'ai fini, en fait, jeune diplômée, tu avais un programme d'échange au Canada. Ce que j'ai pu voir en voyant des jeunes qui voulaient renouveler cette expérience, c'est qu'ils faisaient des tirages au sort carrément, genre, tu vois. Pour des jeunes qui veulent aller au Canada, c'était juste to improve my English, tu vois. Mais du coup, c'est vrai que c'est un voyage qui m'avait assez marqué parce que c'était ma première expérience overseas, on va dire. Et voilà, tu sais, d'autres cultures, mais dans le rapport au travail, dans le management, dans les personnes que tu rencontres, dans le froid, dans plein de choses, quoi. Et puis aussi aux États-Unis où j'ai pu faire des mégalopoles, carrément, voilà, Toronto, parce que justement j'y avais travaillé, donc j'y suis retournée. Puis après, Chicago, San Francisco, Los Angeles, euh, faire 3 jours de bus, 3 jours de train. C'est là où tu vois l'Amérique profonde. Et sur ça, moi j'avais un rapport par rapport à, notamment parce que voilà, j'aimais beaucoup le basket et puis les sports US, il y a 20 ans de ça, t'achetais une paire et puis je sais pas, t'avais facilement 2 3 ans avant qu'elle arrive en France. Maintenant, ça sort tout en même temps, la mondialisation, tout ça, mais ce rapport au sport américain et à l'image que tu te fais des États-Unis, enfin moi c'était il y a plus de 20 ans, 30 ans, ouais, presque un peu moins. Et du coup, c'est vrai que c'était intéressant ça. Enfin, je sais que ça m'a permis de gagner en confiance et c'est ce qu'on disait aux jeunes sur le séjour à Washington, quoi. C'est que ça fait grandir des expériences comme ça, je trouve. ouais, forcément tu t'ouvres d'esprit, tu rencontres des personnes différentes. C'est vrai que ce voyage-là, on va dire en Amérique, Amérique du Nord, avait été assez initiateur. Et puis, sinon, je dirais que c'est voilà, tourisme un petit peu habituel, mais j'aime bien voyager. Je trouve que on apprend tellement des autres, de la culture, de comment appréhender les choses, d'aller dans un endroit, de pouvoir avoir la chance d'y retourner, de pouvoir toucher du bout des doigts la culture, la nourriture. Voilà, souvent, on a un rapport au tourisme qui est un peu surfait, superficiel, et grâce ou à cause d'Instagram, il peut y avoir des excès, mais voilà, tout ce qui peut être un peu authentique, spontané. C'est pas toujours simple, hein, parce que les voyages, faut prévoir et tout ça. C'est des budgets, faut prévoir. C'est pas pour tout le monde, mais c'est vrai que C'est une chance si on peut le faire, si on peut le faire, et moi je trouve qu'après les études, quand on a les possibilités, il y a souvent des bourses ou des choses comme ça qui peuvent être mises à disposition ou des programmes de ce type-là qui sont pas toujours très chers, mais qui permettent. Bon, alors après là-bas, c'est la débrouillardise, hein, parce que c'est 4 jours. Enfin, 4 jours, t'as 4 jours payés, puis après, c'est, voilà, avec toi et ton CV, Ouais, tu fais le tour, et puis ouais, c'est pas... Après, moi, j'avais choisi, entre guillemets, la facilité avec le Canada, parce que c'était des bilingual positions, c'est-à-dire que, en fait, voilà, t'as une partie qui parle français, une partie qui parle ouais, anglais, et c'est vrai que dans les formations, notamment, j'avais fait un moment avec une police d'assurance. Tu avais beaucoup de personnes de pays francophones, Afrique, certains pays d'Afrique, où finalement les Canadiens, ils sont pas tous à faire anglais-français et qui sont bien contents d'avoir voilà, des étudiants qui ouais. veulent improve le English et puis un peu de français pour pas être complètement perdu, même si de temps en temps, c'est pas toujours évident. Le canadien-français, c'est pas toujours. Ouais, c'est pas que c'est pas pareil. Ouais, mais c'est intéressant, instructif et à bien des égards, voilà, c'est une expérience que je recommande. Et ouais, l'expérience que tu nous as décrite, elle est très intéressante parce que ça montre vraiment l'importance du fait de voyager. Personnellement, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. Le fait de voyager, c'est super important pour 2 points. Tout d'abord, le point que tu as évoqué, la culture, la famille, la culture, la langue, la nourriture, etc. Tout ce qui est lié vraiment à l'humain. Et l'autre point, c'est le paysage. Tu peux voir des montagnes, tu peux voir la plage, tu peux voir la mer, tu peux voir des grands bâtiments, tu peux voir des autres grandes villes autres que Paris. Et je trouve ça vraiment bien et important parce que justement tu te dépayses et tu sors un peu de ce cercle-là, de cette mauvaise mentalité. Enfin, mauvaise mentalité, non, mais ce que je veux dire, c'est que bah, t'es toujours avec les mêmes personnes, le même environnement, et forcément, quand tu voyages,
t'oublies un peu tout ça. Et moi, ce que j'ai jamais fait, j'ai pas eu encore l'occasion de le faire, mais j'aimerais bien voyager seul. Parce que je pense que c'est très important de, 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 de se retrouver tout seul. Pas en mode, ouais, les gens ils te saoulent et tout, mais en mode, juste même un week-end, voir comment tu te débrouilles seul, niveau responsabilité, niveau comment t'es, tout simplement. Parce que c'est très rare en vrai que. Après, il y a bien évidemment des personnes qui vivent seules et tout. Parce que je veux dire, c'est très rare que tu te retrouves seul dans un autre pays où il n'y a pas, ouais, tu passes un appel et ouais, vas-y, on sort, tu vois. Que ce soit la famille ou les amis. Alors que quand t'es en voyage, bah, tu te dis, bah, je vais essayer de me faire des potes ou je vais essayer de rester seul. Et je trouve que ça peut être une très bonne expérience. J'aimerais bien le faire. Je ferai peut-être un retour un jour si je le fais. Mais ouais, l'importance de voyager, je trouve ça bien. Je trouve que c'est bien, même quand on a un petit budget, quand on est jeune et tout, commencer par les pays qui sont à côté. L'Europe, tout simplement. L'Europe, il y a des très beaux pays, il y a une belle culture dans d'autres pays. Moi, je fais Portugal, Espagne, Italie, Suisse, Angleterre. Enfin, vraiment, il y a vraiment pas mal de choses à voir un peu partout. Et je trouve ça très important. Commencer par l'Europe, et si on a un plus gros budget, partir en Amérique, partir en Asie, et kiffer tout simplement. Moi, je voulais poser une dernière question. C'est une question que je pose quasiment à tout le monde dans les podcasts. C'est enfin, quelle est la représentation de la réussite pour toi aujourd'hui? Pour moi, c'est un concept ou c'est une ambition qui, qui vit dans le temps. C'est pas une image que je vais me projeter et me dire bah la réussite c'est ça, puis après plus rien quoi. Pour moi, ça doit continuer à vivre dans le temps, c'est quelque chose qui doit, sans pour autant prendre le terme de réussite, mais tu vois, d'ambition personnelle ou de projet de vie ou des choses comme ça, parce que c'est vrai que réussite tout de suite derrière on met des choses un peu matérielles. Et en ce qui me concerne, je me rappelle d'une fois, euh, en, en agence d'intérim, je devais avoir une vingtaine d'années. Tu vois, en agence d'intérim comme ça, parce que voilà, après je partais en voyage justement et j'avais envie d'avoir quelques expériences comme ça, un peu court terme. Et j'avais eu un questionnaire. Et la question c'était, pour vous le luxe, c'est quoi? Et en fait, ça m'a. Pourtant, je me dis, j'avais beau être jeune, et quand j'ai vu luxe, que j'étais dans une agence d'intérim et que j'étais dans une perspective d'avenir professionnel, j'avais écrit, pour moi, le luxe, comment, trouver le bon équilibre entre vie familiale et vie professionnelle. Je dirais que pour moi, c'est quand même une des grandes composantes de la réussite, c'est de te dire que peu importe l'objectif que tu vas te fixer à un instant T, quand par exemple tu es jeune diplômé, la réussite, tel parcours scolaire, la réussite, te dire je suis arrivé au bout de mes études, parce que effectivement, à aujourd'hui 48 ans, pour moi la réussite, je dirais qu'elle est ma première réussite, c'est effectivement d'avoir eu une vie de famille avec des enfants et que les choses se passent plutôt pas trop mal. Pour moi, ça c'est une vraie réussite, et de te dire que du jour au lendemain, voilà, tout ça, ça peut s'écrouler. On ne sait pas de quoi demain est fait. Donc la réussite aussi de vivre l'instant présent, d'être plutôt de nature à se dire que voilà, je disais l'espoir, des choses comme ça. Pour moi, c'est une réussite, ça, dans ce monde un peu violent, de réussir à t'extirper parfois et à te dire non, non, c'est pas du déni, mais les choses vont bien se passer parce que je vais faire en sorte que les choses se passent, quoi. Donc c'est vrai qu'après, quand on parle de valeur de sport, j'ai aussi cette réussite de dire je fais en sorte d'être bien avec moi-même, d'être bien dans mon corps, d'être bien des choses toutes simples. Tu vois, là, ça me vient un peu pêle-mêle, bien manger, bien dormir. Donc, je suis tout à la fois dans ces projets de réussite, d'être en accord avec moi-même, que ça soit ce qui est immatériel, les convictions, les choses comme ça, d'être à l'écoute, de faire de moi une meilleure personne ou meilleure qu'hier. En tout cas, merci beaucoup de ta réponse. J'allais peut-être te poser une dernière question, mais finalement, je me suis dit que c'est un peu tout ce que tu as résumé dans le podcast. J'allais te poser la question, est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes? Mais finalement, en fait, tout le podcast, ça résume un peu tout ce qu'un jeune devrait peut-être entendre venant de la part d'une maman. Je veux pas constamment te rappeler ton âge ou quoi, hein. Ouais, ouais, Mais en ouais. mode, je Ouais. trouve ça enrichissant d'échanger avec des personnes plus âgées que soi, même de quelques années. Je trouve que, surtout qu'on vit à une époque où on a tous des périodes de doute, beaucoup sont en dépression, beaucoup en anxiété, etc., liées aux études, liées beaucoup à la réussite, C'est vrai. beaucoup de pression aussi, surtout qu'aujourd'hui on voit qu'il y a énormément, entre guillemets, d'inégalités entre les niveaux, dans le sens C'est où vrai.
on peut avoir le même âge. Lui, il peut être, je sais pas, millionnaire. Et un autre, peut-être, il est à zéro, tu vois. Et c'est une pression Le de beaucoup de rapport à se mettre. l'argent, tout ça, on en Ouais, a c'est pas ça, parlé. le rapport à l'argent, pour moi, Ouais, ouais. dans tous Bah, les cas, qu'on n'en parle pas, ça restera là, parce que tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est forcément lié à l'argent. voilà, on s'apprend mutuellement. C'est ça le conseil, en fait. C'est qu'on s'apprend tous mutuellement. Être curieux, être à l'écoute. Voilà, merci Farham. En tout cas, merci à toi, Sophie, d'avoir participé à cet épisode. C'est toujours un plaisir. Donc peut-être un prochain épisode une prochaine fois pour parler justement des thématiques autour de l'argent, de la consommation. On en Voilà. aurait bien parlé, mais je me disais ça faisait peut-être un peu long. Mais Des pourquoi pas un expériences autre épisode des autour de ça, expériences tu de vois. vie. C'est ça. Voilà. Et peut-être que grâce à cet épisode, les gens ils vont se dire, bah, ils vont situer la personne, et la prochaine fois, quand on refera un podcast autour de certaines thématiques, c'est toujours mieux. Eh ben, avec plaisir. Avec plaisir. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé l'épisode. J'espère qu'il vous aura plu, et on se retrouve à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao.